Voilà, ça y est, on commence à être un peu plus nombreux. Bon, bah, je vous propose qu'on démarre. Donc, l'idée du sujet d'aujourd'hui, bah, c'est le fameux GA4, hein, Google Analytics 4. On en entend parler depuis déjà plusieurs mois et plusieurs semaines, mais je pense que vous êtes nombreux à avoir encore du flou sur cet outil, sur qu'est-ce qu'il va apporter de plus, qu'est-ce qu'on va perdre. Est-ce qu'on a des notions aussi de RGPD, etc. Donc, on va échanger un petit peu voilà, d'ici une quarantaine de minutes. Je vais vous exposer un petit peu le contexte actuel. Et après, voilà, il y aura, s'il y a des questions à la fin du webinaire, pas de souci. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on va parcourir lors du webinaire? Hop, pardon, je suis allé trop vite. On va parcourir donc qu'est-ce que Google Analytics déjà? On va faire un petit rappel. Hein. Je pense que la plupart des personnes présentes ici connaissent Google Analytics, mais on va refaire une passe dessus. Le contexte actuel, ça va être important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu aujourd'hui de migrer vers un outil comme GA4. On va parcourir aussi les différences entre le GA3 et GA4. Donc, on est beaucoup à utiliser. Alors, GA3, c'est Universal Analytics. Hein, c'est le Google Analytics que l'on connaît depuis 2005, qui a évolué évidemment, mais on est tous habitués à cet outil-là. Je pense que je connais aucune personne dans le web marketing, dans le SEO, dans l'ADS qui ne connaît pas Universal Analytics. Et on va voir un petit peu l'évolution en fait qu'apporte GA4 et ses avantages. Donc, pourquoi GA4? Je vais faire une petite slide sur le RGPD en prenant évidemment juste un ressenti au global sur ce qui se passe. Je ne suis pas un avocat, je suis pas juriste, mais voilà, ce sera un échange aussi sur ça. Et le dernier slide, je vais vous montrer pour moi quels sont les meilleurs petits bonus à venir, en tout cas que va proposer GA4. Donc déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Ludovic Henri Roux. Donc je suis le manager du pôle Search au sein de l'agence 410 Gone. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en acquisition. J'ai eu un parcours SEO et Ads. Donc aujourd'hui, ma valeur ajoutée, c'est d'avoir justement cette vision cross-canal pour avoir des stratégies hyper globales hein, pour des types de projets. J'ai les certifications Google Ads en shopping, search, display. Je suis également certifié Emailing Brevo, Extending Blue pour tout ce qui est le marketing automation. Et je travaille aujourd'hui voilà, vraiment sur du search au global, sur du display et également sur du social ads. On est l'agence 410 Gone et Google Partner et on est aussi certifié Calliope. Donc, Google Analytics 4, bah, qu'est-ce que c'est? Donc, Google Analytics est un logiciel d'analyse web développé par Google. Il fournit des informations détaillées sur le trafic du site web, les sources de ce trafic, le comportement des utilisateurs, les conversions et bien d'autres données importantes pour les propriétaires de sites web. L'idée, c'est qu'il va fournir aux équipes des web analyses, qui va ensuite analyser donc toutes les données pour les transférer soit au pôle direction ou au pôle marketing, toutes les données nécessaires qui permettent de prendre des décisions stratégiques. Aujourd'hui, si on n'a pas des visions sur les données, de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre site web, bah, on ne sait pas, on n'arrive pas à identifier quels sont les axes d'amélioration, quelles sont les stratégies marketing qu'on peut mettre en place, quelles sont les performances du SEO par exemple, est-ce que nos campagnes en Google Ads ou en Social Ads arrivent à performer, etc., etc. D'accord? Donc c'est un outil de web analyse. Donc j'aime le dire. Donc on fait des actions sur notre site, on va ensuite analyser ces actions, on va pouvoir établir un diagnostic qui vont apporter derrière des axes d'action qu'on va pouvoir actionner pour aller chercher davantage de performance. Par exemple, on lance une campagne en Google Ads sur un produit spécifique. Certes, on va avoir des données dans Google Ads, mais nous, ce qu'on veut voir aussi, c'est avec l'engagement de notre persona, de notre cible, directement sur nos sites. Est-ce que cette personne a acheté directement? Est-ce qu'elle a un cycle d'achat qui va être plus ou moins long? Est-ce qu'il va comparer des produits similaires? Etc., etc. Donc, c'est très important
de pouvoir analyser toutes les actions menées sur un site web. Alors, je dis site web, ça peut être une application, mais on est plus vraiment à 90% sur du web aujourd'hui, hein, en tout cas sur ma prestation. Donc ça, c'est très important. On ne peut analyser et on ne peut actionner ce qui est mesurable, je veux dire. Si on n'a pas une mesure assez fine de ce qui se passe sur notre site web, eh ben, on navigue un peu à vue. Donc l'outil d'un logiciel d'analyse, donc Google Analytics en l'occurrence, c'est pour répondre à certaines questions. Ces questions-là sont posées soit par le gérant d'entreprise, soit par l'éditeur du site, soit par les équipes marketing, etc. La première question qui me vient en tête, évidemment, c'est quel est mon retour sur investissement? Aujourd'hui, on sait très bien qu'un site web, un business en ligne, il faut un investissement. Il y a un investissement de temps, un investissement d'argent, que ce soit en référencement naturel, que ce soit avec des campagnes payantes, Google Ads, Insta, Pinterest, etc., même du mailing, etc. On a besoin de savoir, est-ce que j'ai vraiment un retour d'investissement? Je dépense 1 000 €, je veux en gagner 5, 6, voire plus en fonction. Si je ne suis pas rentable, la question, est-ce que je coupe? Est-ce que je fais différemment? Quel est le test derrière que je vais accomplir pour trouver les bons leviers? Après, on peut définir voilà, quelles sont les meilleures sources de revenus. C'est-à-dire que nous, on a un site e-commerce avec une multitude de sources de trafic ou d'acquisition. Bah, je veux identifier et je veux remonter ma KPI principale. Bah, quelle est moi ma source de trafic, par exemple, la source d'acquisition qui me génère le plus de revenus, là où je suis le plus rentable. Ce qui va me permettre, moi, de gérer mon budget, de pouvoir le ventiler aux beaux endroits. On va aussi, par exemple, se poser la question, comment évolue mon trafic? On a une stratégie SEO, on veut faire du concours sémantique, on veut faire de la rédaction d'articles de blog, etc. Au bout de combien de temps je vais avoir un trafic qui va évoluer? Mon idée, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent sur mon site pour me faire connaître, pour prendre des positions également sur les résultats de recherche. Mais je veux peut-être aussi fidéliser mes clients, mes visiteurs, pour les faire revenir sur mon site, pour avoir ensuite à leur proposer des call to action, soit des inscriptions à des formulaires, des téléchargements d'e-book ou du e-commerce si on est en e-commerce. On peut analyser finement aussi la pertinence des contenus. Donc, on peut aussi, évidemment, avoir deux outils comme la Search Console, des choses comme ça, vraiment travailler et essayer d'identifier nos positions et notre contenu, la pertinence des contenus. Mais avec Google Analytics, là, on peut aller vraiment très, très fin dans l'analyse. Et l'idée, c'est de percevoir sur une page de contenu qu'on aura travaillé en SEO, mais pas uniquement. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse répondre à la recherche de l'internaute et on va pouvoir identifier si notre contenu est juste. Est-ce que le contenu il est parcouru? Est-ce qu'on a un scroll à tant de % sur la page? Est-ce que mes vidéos sont lues sur la page? Est-ce qu'il télécharge un contenu? Et est-ce que du coup, je vais engager mon visiteur avec ce contenu? Donc, pour revenir tout à l'heure, on a une action de définir une stratégie éditoriale. On veut pouvoir analyser si cette stratégie elle a fonctionné ou pas. Si elle ne fonctionne pas, on change de stratégie. Si elle fonctionne, on peut réitérer. Donc, l'idée de fidéliser mes lecteurs clients, ça, je vous en ai parlé juste avant. Est-ce que ma stratégie SEO fonctionne? Quel est mon cycle de conversion? Donc, le cycle d'achat, par contre, dans l'e-commerce. On connaît le tunnel de conversion, c'est-à-dire que je fais venir du trafic sur une page produit. Est-ce qu'il va rester sur cette page produit? Est-ce qu'il va quitter? Il va avoir d'autres produits? Est-ce qu'il va remonter sur la catégorie? Est-ce qu'il va mettre au panier? Une fois au panier, est-ce qu'il va déclencher le processus d'achat? Et est-ce qu'il va jusqu'à l'achat? Tout ça, avec un volume suffisant, on peut analyser finement et identifier les points de frein, les points de blocage dans mon cycle d'achat. Si on s'aperçoit qu'on a du add to cart, donc de l'ajout au panier, on déclenche le paiement et qu'à partir de là, on a un taux de perte de personnes qui ont enclenché le processus d'achat mais qui vont pas au panier, on peut commencer là à aller analyser de façon micro qu'est-ce qui se passe sur la page. Pourquoi je perds les gens à ce moment-là? Ils ont mis au panier, ils ont commencé à enclencher leur achat, leur carte, on va dire leur CB, mais j'ai une perte à ce moment-là. Donc là, ça peut remonter peut-être des problèmes techniques. On va pouvoir identifier si c'est sur une techno en particulier, si c'est sur mobile. Est-ce que le mode de paiement que je propose ne sont pas cohérents avec l'attente
de ma cible. On sait que par exemple, si vous êtes à l'international, en fonction des pays, les modes de paiement diffèrent. Les habitudes d'achat diffèrent sur le net. Donc, voilà, tout ça, c'est à identifier et à analyser. Et d'autres exemples, là, pourquoi mon objectif n'est pas atteint sur mobile. Donc là, on peut vraiment segmenter, on va analyser tout ce qui se passe sur le mobile et sur notre site, et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi j'atteindrai mes objectifs. Voilà. Bon, il y a toute une bibliothèque de questions que chacun pourra se poser en fonction de son site, de ses stratégies, etc., etc. Le contexte actuel. Donc, on le sait tous, vous arrivez sur votre Google Analytics aujourd'hui, vous avez un gros warning, on a une bande rouge en haut et on a un compte à rebours. Alors, celui-là, évidemment, c'est un screenshot, donc il n'est pas à jour. Mais on a tous, en tout cas tous ceux qui n'ont pas fait la migration, vous avez ce gros warning. Donc, beaucoup d'annonceurs, beaucoup de clients paniquent un petit peu depuis plusieurs semaines. Et plus la date se rapproche, et on sent un petit peu un vent de panique au sein des annonceurs, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on accélère, là, c'est maintenant, on va tout perdre, etc. Donc, il y a un peu de panique. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment le dernier moment, je pense, pour lancer la migration, pour pouvoir être en accord et surtout pas perdre de données derrière. Donc, Universal Analytics, on peut appeler aussi GA3, va cesser de récupérer et de traiter les données au 1er juillet 2023. Donc, c'est pour ça, là, vraiment, c'est demain. Donc, ça fait longtemps qu'on dit que c'est demain. Mais je pense, c'est une habitude de beaucoup de personnes de ne pas être dans l'action avant le dernier moment. Donc là, on y est et je pense qu'il faut plus perdre de temps aujourd'hui. Pour les personnes souhaitant continuer à utiliser Google Analytics, alors 4 au 1er juillet 2023, il faut vraiment migrer sa propriété aujourd'hui. Donc Google nous propose le bandeau rouge en haut pour pouvoir passer, avoir un bouton, lancer la migration tout de suite, etc. D'accord? Donc, il nous facilite un peu la tâche. Alors, d'une façon assez simplifiée, qu'il faut quand même derrière reconfigurer, mais ça permet quand même d'aller vite. Il aurait été bien, moi j'ai toujours conseillé à nos clients de le faire le plus tôt possible pour que GA4 puisse déjà enregistrer de la donnée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas migré encore à GA4 vont se retrouver avec un analyse de données, un logiciel d'analyse de données vierge, avec aucune donnée qui va repartir de zéro. Sachant que derrière, comme on est sur du machine learning, Google, il a besoin d'absorber un maximum de données pour commencer à nous donner des axes d'amélioration, ce qu'on appelle aussi des insights, pour capter un petit peu la performance, un petit peu de nos stratégies, des comportements, des engagements, etc. Donc, plus on a attendu, moins on aura la possibilité d'analyser cette donnée le plus finement possible. Ce qui sous-entend qu'il va falloir attendre plusieurs semaines et plusieurs mois à partir du 1er juillet, pour ceux qui n'ont pas encore migré, pour commencer à avoir de la donnée cohérente et qu'on puisse analyser. Donc, si vous n'avez pas créé votre propriété avant le 14 octobre 2020, donc je vous ai mis le lien en bas du support, c'est la documentation de Google Analytics. Donc, si vous n'avez pas créé votre propriété au 14 octobre 2020, vous disposez probablement d'une propriété Universal Analytics. C'est tout. Si vous avez créé votre propriété Google Analytics après le 14 octobre 2020, vous disposez probablement déjà d'une propriété Google Analytics 4. Et là, aucune action est requise. Donc, Google a déjà fait, lui, les choses un peu automatiquement sur certains comptes. Donc, tout le monde l'a pas. Moi, j'ai eu des comptes que j'ai analysés où ils avaient déjà GA4 sans le savoir, parce qu'ils ne l'utilisaient pas. Mais la propriété est déjà créée. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, la dernière info, c'est que donc au 1er juillet 2023, Google Analytics ne va plus récupérer, ne va plus traiter la donnée. Par contre, on pourra continuer à accéder aux données historiques pendant une période de 6 mois. Donc ça, il faudra être vigilant. Là, attendu 6 mois, peut-être ce sera un an. Voilà, il faut quand même rester, il faut être alerte là-dessus, il faut faire attention, parce que du jour au lendemain, ça peut couper. Et là, vous n'avez plus accès à votre historique. Donc voilà, il faut bien prévoir ça, exporter vos données aujourd'hui aussi pour ne pas perdre votre historique. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire aussi. Donc, la propriété GA4, migrer ces données et faire de l'export de ces datas. Comme ça, vous les stockez et vous pourrez faire toujours du reverse d'analyse si vous voulez comparer sur il y a 2 ans, 3 ans, avant Covid par exemple, ou des choses comme ça. Vous aurez vos données qui seront stockées
de votre côté. Donc, Google annonce bien aussi que dans les mois à venir, ils vont communiquer sur la date à laquelle ce sera plus disponible. Donc, on connaît aussi Google, ils font des annonces, ça peut passer un peu à côté. Donc, il faut rester quand même vigilant. Alors, ce que je vous disais juste avant, qu'est-ce qu'on peut faire des données? Alors, il existe actuellement plusieurs façons d'exporter des données. Et là, je vais vous les énumérer. L'inconvénient d'un certain, c'est qu'il faut le faire à la main et c'est depuis les rapports individuels. C'est-à-dire qu'il faut aller dans Universal Analytics, aller dans les rapports et vous avez un bouton exporter qui permet de choisir après votre format d'export en CSV, pour Excel, en Google Sheet, PDF, etc. Donc, c'est à faire à la main. Ça dépend de la taille de votre compte et de la taille de vos rapports, le volume de vos rapports, mais bon, c'est entièrement faisable. Et alors, bien sûr, il faut bien mettre votre plage de date que vous voulez sauvegarder. Donc, soit vous les segmentez, soit vous faites une plage de date assez large qui vont vous mettre l'ensemble de vos données. Et après, il y a alors ça s'adresse pas à tout le monde, mais on peut exporter les données avec l'API de Google aussi. Voilà, donc, il y a des possibilités de faire ça. Et il y a BigQuery. Voilà, donc ça, c'est d'autres actions à mener qui sont un peu plus techniques. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc là, c'est la petite copie d'écran pour vous montrer où ça se passe. Quand vous allez dans un rapport, vous savez votre graphique, etc. Vous allez dans le bouton exporter et il vous donne déjà les possibilités, les options d'export au format que vous avez besoin. Et n'oubliez pas la petite plage de date, évidemment, très importante avant de faire l'export. Alors, ça paraît bête comme ça, mais si on ne fait pas attention qu'on est seulement sur les 7 derniers jours et qu'on fait les exports et qu'on n'a pas vérifié derrière, on se retrouve avec très peu de données en historique qu'on veut stocker. Donc là, je vais vous évoquer un petit peu la différence entre GA3 et GA4. Alors, Google Analytics GA3, donc Universal, est plus basé sur les sessions. On avait quand même le taux de conversion, on avait des avantages, on pouvait mettre des annotations à la main, ce qui était quand même très très pratique. On pouvait faire de la segmentation, ce qu'on appelle de la comparaison avec GA4, et plein de fonctionnalités que je ne vais pas dérouler maintenant, parce que je pense que tout le monde les connaît. GA4, sa différence, c'est que il va être vraiment plus réfléchi aujourd'hui. Il est basé vraiment sur l'engagement, sur les événements. Donc, quand on utilisait Google Analytics, on avait une première lecture qui était assez simplifiée du trafic, du volume de pages, du temps passé, etc. Et on devait configurer derrière d'une façon un petit peu plus définie, passer un peu plus de temps sur le suivi des événements, on se donnait des objectifs, etc. On le faisait voilà, d'une certaine façon. Ça a été vraiment pour moi, en tout cas, ça a été hyper simplifié et GA4 est vraiment basé sur ça maintenant. C'est l'événement qui fait, on va dire, la KPI principale d'analyse pour nos performances avec un site web ou une application. Mais on va parler encore une fois que de site web. Et c'est l'événement. C'est-à-dire que nous, on veut suivre un événement. OK, on aura peut-être des pages vues, des sessions qui ont démarré. Mais après, ça va plus loin. C'est un événement de déclenchement de formulaire. C'est un déclenchement de purchase, tous les événements qu'on connaît liés à l'e-commerce ou à la génération de leads. Mais tout ça, ça va être vraiment le cœur pour moi de GA4. Ils ont simplifié le menu. Donc, je vais parcourir juste après, on va aller faire un tour sur Analytics et un tour sur GA4, juste pour vous montrer un petit peu les grandes lignes du fonctionnement. Il marche aussi maintenant avec un flux de données, et ce flux de données peut être le même pour de l'app et du web. Donc, on peut avoir au sein de la même interface l'analyse des pages web ou des écrans d'applications mobiles. Et ça, je trouve ça très, très fort. Alors, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pas de client aujourd'hui qui est dans ce cas-là. Mais l'avantage et la puissance pour moi de cet outil, c'est que là, on a l'utilisateur, on va vraiment le suivre en cross, alors comme du cross-domaine un peu, mais sauf que là, on va faire du web, de l'application, on peut tout synchroniser ensemble, on peut tout fusionner, ce qui nous donne une lecture aussi simplifiée entre les deux supports, les deux devices. La puissance de GA4, c'est le machine learning. Voilà. Bon, c'est la grosse puissance de Google au sens large. Mais là, dans GA4, je toucherai un petit peu de mots tout à l'heure, notamment pour les audiences, etc. Là, le machine learning voilà, est très, très puissant et là, il est vraiment en train d'évoluer fortement et de nous être proposé au sein de GA4. Et ça, à mon sens,
C'est très, très puissant. On a aussi accès à l'exploration. L'exploration est maintenant accessible et inclus dans GA4. C'était une option qu'on avait en licence payante dans Universal Analytics. Donc là, on a de l'exploration. Pareil, je vous passerai un petit slide tout à l'heure dessus, qui permet là d'avoir la main et d'aller très très loin dans nos rapports qu'on veut monter, dans nos rapports personnels. On peut vraiment les customiser exactement comme on le souhaite. Et c'est un outil très très puissant d'analyse. On a aussi le tracking natif, c'est-à-dire que par défaut, sans configuration supplémentaire, GA4 va implémenter des événements natifs. Donc on aura du tracking tout de suite. On le verra pareil, on va regarder juste après. Du coup, j'espère que ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Je vais changer d'onglet. Et on va aller sur l'instance Universal Analytics classique, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc, c'est en train de charger. Donc ça, normalement, c'est l'interface que tout le monde connaît, qui tourne encore beaucoup, qui est encore beaucoup utilisée chez les annonceurs, chez nos clients, chez les responsables marketing, qui ont du mal à passer évidemment encore à GA4. Donc, on avait toujours ce menu ici. Donc, on voit que c'était quand même assez développé. On avait donc notre page d'accueil, les premiers graphiques. Bon, on avait quand même, ça marchait quand même plutôt bien. Hein. On avait des vrais insights, je pense, voilà, par rapport aux pages de date, etc. Hein, sur la page d'accueil, on avait rendu device. Hein, tout ça avait évolué aussi depuis 2005. Hein. On était vraiment à une version qui était quand même assez intéressante. Et ensuite, voilà, on avait un onglet pour personnaliser nos tableaux de bord ici. Alors, je rentre pas dans les détails, hein, mais je resterai disponible si jamais vous avez des questions. On avait le temps réel quand même qui est arrivé. Puis là, on avait les audiences pour connaître notre audience, les utilisateurs actifs, les valeurs de vie. Tout ça, ça avait évolué. On voyait bien bêta. C'était en train d'arriver, je pense, dans GA4 tout doucement. On avait des informations sur les données démographiques. Voilà, ça, c'était vraiment basé sur notre audience pour connaître vraiment les personnes, les personas qui venaient sur nous. Plein de données qui étaient quand même assez intéressantes qu'on arrivait à exploiter quand même. Hein. Mais il fallait rentrer souvent menu, sous-menu, encore un sous-menu, et aller chercher un peu nos infos. Voilà. Donc, il y avait énormément d'informations qui étaient souvent agrégées directement dans un data studio pour éviter justement tout ce temps passé à cliquer dans les menus, sous-menus, etc. C'est vrai que Data Studio, Looker aujourd'hui, permettait voilà, de faire des synthèses beaucoup plus rapides. Mais du coup, voilà, tout ça pour vous dire que ce menu-là était plutôt simple de compréhension, qui n'est pas le cas encore aujourd'hui pour GA4. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange qui ont du mal, mais du coup, était quand même assez long, voilà, menu, sous-menu, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment, voilà, quand je voulais, alors je vais peut-être partir sur les conversions, on avait dans conversion, on avait des objectifs, on pouvait analyser nos objectifs, les entonnoirs, on avait dans le site e-commerce pour avoir les comportements d'achat, etc., etc. D'accord? Je vais pas plus loin sur ça. GA4 aujourd'hui, je reviens sur mon slide pour aller sur le lien. Donc ça, c'est des comptes de démo que propose Google. Donc ça, c'est si vous voulez aussi vous amuser un petit peu, si vous n'avez pas des comptes sur lesquels faire du test, un peu de prise en main, vous pouvez très bien vous diriger directement sur ces adresses-là. Si jamais vous avez besoin de ces adresses, soit vous les trouverez facilement sur Internet ou je pourrais vous les fournir si vous avez besoin. Et là, donc, on arrive maintenant voilà, sur l'interface GA4. Donc, ça sous-entend qu'on a déjà créé notre compte, hein, notre propriété. Pour rappel, ça se passe ici, hein, ça ne change pas. Quand vous avez un compte ici, tac, vous avez votre GA4. Et une fois, vous rentrez dans votre propriété ici. Donc, le parcours rapide, on est vraiment sur l'accueil. On va avoir des métriques qui remontent aussi tout de suite. Pareil, toujours recommandations. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de scruter. Alors, petite parenthèse aussi, l'outil est toujours en évolution permanente. C'est-à-dire que il va des menus qui sont déplacés. Donc moi, quand j'ai commencé avec GA4, on n'avait pas les mêmes menus ici. Des widgets, hein, je vais appeler ça les widgets, qui sont présents sur les rapports de synthèse pour aller justement dans les rapports plutôt détaillés. Donc du coup, je les nomme plutôt widgets là-dessus. Voilà, on aura plein de choses qui évoluent. Vous voyez, tac, tac, tac. Tout ça, bon, ça va évoluer. Donc, je les passe pas les uns après les autres, mais ça vous donne déjà, sur la page d'accueil, un peu comme à Universal, déjà une petite synthèse de la propriété. On va voir les rapports, ici. Et les rapports, c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment simplifié. On va avoir quelque chose de très simple. Acquisition, engagement, monétisation. Donc là, on voit bien
que Google a pris le pli d'intégrer la monétisation vraiment au cœur des KPI tout de suite. On remonte à ce niveau-là. On a évidemment l'acquisition, qui est un facteur très important, très majeur aussi, évidemment. Sans acquisition, sans trafic, eh bien évidemment, on ne peut pas développer notre chiffre d'affaires. Mais une fois qu'on a fait de l'acquisition, on va évidemment analyser l'engagement. Et cet engagement, est-ce qu'il va amener de la monétisation? Donc, ils ont fait ça dans l'ordre. Dans chaque rapport, ce qui s'appelle le life cycle ici, on aura juste ces sous-menus-là. On va voir l'acquisition au niveau avec synthèse, on va dire. C'est une synthèse de l'acquisition au global. Chaque widget, alors en général, c'est toujours construit pareil. On a des graphiques en haut de page, des widgets, et ensuite, quand on ira dans le détail, on aura des tableaux. Donc, on voit un petit peu l'acquisition globale. Et ensuite, on peut rentrer directement en dessous pour aller voir du détail. Soit on peut passer aussi par les widgets. Quand on a un rapport détaillé, on a la même chose ici. On va commencer par des graphiques et ensuite, on va avoir le tableau d'analyse. Donc, dès qu'on commence à avoir cette approche, là, on se retrouve un petit peu dans nos repères qu'on avait avec Universal. C'est très rapprochant dans l'idée. C'est juste la logique qui est un peu, à mon sens, qui est à prendre en main. C'est un peu la logique de GA4 et qu'est-ce qu'on peut en faire derrière. Alors, ça, c'est des rapports par défaut. La puissance de GA4, c'est de rentrer vraiment après dans l'Explorer, de faire des dimensions personnalisées, mais aussi d'aller faire de l'exploration et d'avoir des rapports hyper personnalisés. Et ça rajoutera des menus, il y a des rapports directement dans le menu ici. Ce sera vraiment votre personnalisation. Mais on retrouve, voilà, pour revenir à l'interface, on retrouve à petit peu près la même logique avec les dates ici, avec les graphiques et ainsi de suite. On peut ajouter une comparaison. Donc, c'est ce qu'on appelait le segment dans Analytics. Donc, on peut rajouter la comparaison. Donc, ça peut être des comparaisons type je veux comparer tous mes utilisateurs, mais uniquement l'acquisition sur mobile. Bon, bah voilà, on va identifier ça. Il me semble, alors ça a bougé aussi. Je crois qu'on a jusqu'à 4 comparaisons maximum aujourd'hui pour pouvoir comparer un petit peu nos data. Alors, si je reviens sur l'acquisition au global, on peut aussi accéder directement dans les widgets. On a des liens en bas qui nous permettent d'aller chercher le détail. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre le premier. Donc, tiens, celui-là, hop, sur les sources de trafic. C'est par groupe de canaux. Et là, on rentre dans le détail. Et vous voyez le menu ici, ça m'a envoyé sous le sous-menu qui s'appelle acquisition de trafic. Donc, que j'accède par ici ou que j'accède par le widget du rapport de la synthèse, là, et ben, du coup, on arrive au même endroit. OK? Donc, on retrouve ce tableau. Alors, il faudra un écran un peu plus large, vous voyez, parce qu'on a quand même aussi du scroll. Hein. Le tableau, il est assez grand ici. Donc, on peut avoir toutes nos données. On a les conversions, le nombre d'événements. On a plein de choses qui remontent dans ces tableaux-là. Et on a le revenu total qui remonte ici. Donc, ça permet déjà d'avoir des premières analyses à ce niveau-là. On va pouvoir rajouter des dimensions aussi, comme on faisait avec Universal. On peut rajouter une colonne. Et là, moi, je trouve que là, c'est très, très bien fait. C'est-à-dire que soit vous tapez directement, évidemment, par exemple, dans la barre de recherche, ça va nous donner des propositions à sélectionner avec un choix, donc les catégories de l'appareil, la marque, appareil, modèle de l'appareil, etc. Donc, ça va très long. Et vous pouvez directement modifier ici votre dimension en cours. Qu'est-ce que je vais analyser? Alors, je comprends un autre, hop, tac, ça change, ça me remet à jour, et je peux rajouter, pareil, une dimension secondaire si j'ai besoin. Donc, on reste dans une dynamique, hein, une sorte de logique similaire, mais qui pour moi est un peu plus simplifiée quand même dans l'utilisation une fois qu'on a pris la main. On a les lignes par date, les lignes par page par contre, pardon. Hop, on va rajouter plus de lignes, etc., etc. Et on peut, comme avec Universal, ici, avoir de la comparaison de dates. On fait de la comparaison, tout va se mettre à jour au sein des graphiques et au sein du tableau. Voilà, ce qui nous permet une analyse déjà assez précise de ce qu'on veut et en utilisant soit aussi l'ajout de comparaison en haut, la comparaison de dates, le type de dimension et les dimensions secondaires, et là, on peut aller vraiment très, très précis, d'une façon très rapide, au sein de la même page, au sein du même tableau, d'aller dans ce qu'on cherche vraiment comme information. On va retrouver la même logique partout.
dès qu'on va aller sur engagement, on va avoir une vue d'ensemble. Et on retrouve la même logique, comme je vous ai dit. On a un rapport de synthèse avec des graphiques en haut de page, des widgets ensuite. Donc là, on a sur la synthèse, sur celui-là, on a plusieurs graphiques. La synthèse dans laquelle on peut également aller cliquer pour voir nos détails. Et on a nos rapports de détails qui sont en dessous ici. Donc par exemple, événements. On va voir tous nos événements qui remontent et je vais vous montrer après dans la configuration. Alors je vais enlever les comparaisons de dates parce que ça va nous prendre un peu trop d'espace. Et on a notre liste d'événements. Donc on voit aussi que GA4, lui, va nous remonter un tas d'événements, comme le page view, c'est par défaut, les scrolls, les view item list, etc. Donc lui, par défaut déjà, il identifie un peu les événements et nous les remonte. Ce sera à nous, derrière, de personnaliser un petit peu nos rapports. Si on n'est pas intéressé, par exemple, dans la page événements, bah, je ne vais peut-être pas afficher le page view, etc. Ça, ce sera à nous de personnaliser vraiment tout ça. On a les conversions. Hop, donc, les conversions sont basées sur les événements. C'est-à-dire que tout est événement. Et il y aura des événements qu'on pourra définir en conversion et des événements qu'on laissera en l'état. Donc, par exemple, add to cart, il est aujourd'hui comme une conversion et je vois que si j'avais à la main, donc c'est un compte de démo, donc j'ai pas la main, ne plus marquer comme conversion. C'est-à-dire qu'on a le choix de sélectionner chaque événement et de les transformer en conversion. Et donc, ce sera à nous de définir en fonction des événements. Évidemment, les événements, on peut faire tout un plan de tagage en amont avec l'utilisation de Tag Manager, de définir nos événements qu'on veut suivre. Hein. On peut avoir tout un tas d'événements à suivre sur un site et on retrouvera ces événements-là qu'on aura personnalisés. On les retrouvera dans notre liste d'événements. Et si c'est des événements de conversion, on les retrouvera dans conversion. Et du coup, on pourra y associer les revenus en face. D'accord? Si j'estime que, alors il y a le vente e-commerce, il n'y a pas de, il y a pas de souci, mais on peut très bien définir aussi une valeur à une conversion. D'accord? J'estime que, je sais pas, une personne qui va me télécharger un e-book, bah, je peux lui associer moi une valeur derrière parce que je connais très bien mon persona, je sais très bien, je connais mon business, etc. Donc je peux lui avoir une valeur et dans ce tableau-là, on aura nos retours et on saura à peu près le chiffre d'affaires, le volume d'affaires qui peut être généré par tel et tel événement. D'accord? Ensuite, alors, juste page et écran. Les pages et écrans, ça, c'est les pages web et les écrans, c'est lié au mobile. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, GA4, lui, va être vraiment sur les deux devices. Hein. Donc, ça va être vraiment les pages web et les écrans. Les pages, ça va être l'ensemble des pages. D'accord? Donc, toutes les pages, c'est un peu ce qu'on avait dans Universal. On va voir quelles sont les pages les plus visitées, celles qui ont déclenché le plus d'engagement, celles qui ont déclenché peut-être le plus de revenus, etc., etc. Et les pages de destination, c'est les pages par où arrivent. Donc, ça va être toutes nos landing pages. Donc là, on fera plus une analyse suite à des campagnes, que ce soit du SEO, de l'ADS, etc. On fera plus une analyse de la pertinence de nos campagnes et le volume entrant sur nos pages de destination. On a ici donc la monétisation. On va voir pareil, encore une fois, on est toujours dans la même logique. Donc, la vue d'ensemble, les revenus générés, etc., etc. On va y avoir les achats e-commerce avec un onglet spécifique qui va nous remonter d'une façon très synthétique et très claire les articles et leur chiffre d'affaires. D'accord? Donc, les articles consultés, ceux qui ont été ajoutés au panier et ceux qui ont été achetés. Et évidemment, le revenu généré par article. Donc là, on a une lecture aussi, on va dire plutôt catalogue, qui remonte bien dans GA4 et qui est vraiment super clair. On va voir la même chose pour l'achat via l'application. Et on a un onglet qui est intéressant, c'est l'annonce de l'éditeur. Ça, c'est pour plutôt les éditeurs de sites. Et ça, c'est intéressant parce que les éditeurs de sites aussi vont pouvoir remonter dans leur GA4 directement leur chiffre d'affaires généré depuis leur site. Voilà, s'ils font du Google AdSense, eh ben on peut remonter dedans les valeurs.
On aura un onglet fidélisation. Après, je ne vais pas aller en détail dans les autres onglets, hein, l'attributeur d'utilisateur et techno. Bon, les technos, on connaît. Et ensuite, je vais vous montrer ça, l'explorateur. Et l'explorateur, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider quand vous allez aller vraiment dans de l'analyse avancée. Donc, en général, quand vous arrivez là, c'est vierge. Vous n'avez rien dans votre tableau. Mais Google va vous proposer déjà des formats, des templates avec des galeries de modèles. D'accord? Donc, on a tout ça, les chevauchements et tout. Donc, ça, j'ai un petit slide tout à l'heure, donc je vous refais une petite passe dessus. Et ensuite, vous pouvez accéder à tout ce que vous avez personnalisé. Et vous accédez à n'importe quel moment à tous les tableaux, à tous les rapports que vous aurez créés que pour vous. On a un onglet directement publicité, donc c'est très pertinent aussi. Ça prouve bien. Alors publicité, c'est pas forcément le bon terme parce que vous allez voir, c'est plus, je pense, sur les modèles d'attribution. Ouais, c'est des canaux d'attribution, pardon. Et comment les conversions sont rétribuées par canaux. Donc là, on a site direct, pardon, pour Organic Search, le cross network, referral, etc. Donc c'est pas lié uniquement à la publicité. Je trouve que c'est vrai que le nom de l'onglet pour moi est mal choisi. C'est plus voilà, sur l'attribution. Donc là, on a vraiment pareil les modèles, les attributions. Donc vous voyez, retour sur les dépenses publicitaires qui remontent ici. Donc ça, c'est intéressant. Par défaut aussi, l'outil Google, bah, ça va bien synchroniser avec Google Ads et tous les outils Google évidemment. Donc du coup, on peut avoir des rapports automatiques qui remontent. On peut avoir du Google Ads qui remonte tout de suite dans nos rapports principaux que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais juste montrer après côté un peu admin, avant de passer à la suite. Quand vous allez créer votre compte, on va arriver ici. Et donc là, c'est bien votre propriété GA4. Et vous allez avoir un maximum ici d'informations intéressantes. Vous avez toujours l'assistant de configuration, donc qui vous permet de vous aiguiller, en tout cas de vous aider sur les étapes à suivre pour finaliser la configuration de votre GA4. Accès aux paramètres de la propriété, votre flux de données. Donc là, ça va être aussi intéressant parce que le flux de données, vous avez quelques petites configurations que vous pouvez personnaliser. Alors, ce qui est la petite nuance, c'est qu'il y aura peut-être beaucoup de choses qui sont pré-cochées avec Google, qu'il faudra peut-être faire attention, des choses à décocher comme les signaux, par exemple, des choses comme ça. On va avoir la liste des événements, la liste des conversions. On va avoir ici notre travail sur nos audiences. Donc là, très intéressant aussi. Il y a un outil de construction d'audience qui, à mon sens, est bien abouti. Et ensuite, on peut faire des divisions personnalisées, des paramètres de données, etc. Voilà, là, je ne vais pas aller parcourir tout ça. On a le debug view qui est super intéressant aussi. Donc ça, je vous en parle un petit peu à la fin. Et l'association des produits. Une chose un peu classique, mais là, on peut remonter dans Google Ads. Bon, les BigQuery, tous des outils un peu plus poussés aussi. Le Merchant Center remonte aussi directement à ce niveau-là. Et la Search Console, par exemple. Donc là, déjà, pour les e-commerçants, le Merchant Center, le Google Ads, évidemment, si vous êtes sur de l'Ads, et la Search Console pour plutôt l'aspect SEO. Donc tout ça, c'est des paramètres, il y a des petites configurations à faire un peu partout en fonction de votre cas, en fonction du site et en fonction de la politique aussi, on va dire RGPD. Ouais. Donc voilà, je voulais vous parcourir juste un petit peu ça. Je vais revenir sur mon slide. Hop. Voilà, je pense que c'est toujours bon. Donc pourquoi GA4? Donc GA4, comme je disais au début, c'est un logiciel en ligne qui nous permet de faire de la web analyse, hein, de la data. On va analyser les data, ce qui se passe sur un site. Google Analytics, c'est la solution la plus présente sur le web. Hein. Je ne connais pas les derniers chiffres, mais Google Analytics voilà, est déployé, je pense, d'une façon, si c'est pas 80% sur le web, on n'est peut-être pas loin, parce que c'est très très courant pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça a été un outil gratuit avec beaucoup de fonctionnalités, donc ça s'est déployé assez rapidement. Il y a d'autres solutions. Et je vous ai mis un lien de la CNIL qui a listé les tools, les outils de mesure d'audience qui sont RGPD friendly, c'est-à-dire qui respectent la protection des données. Donc ça, je ferai une petite slide juste après. Donc on a AT Internet, on a Matomo, alors j'en cite quelques-uns, la liste est assez longue, hein. Visistat, Beable, Visali, etc. Donc, je vous mettrai le lien, vous avez le lien, je vous laisserai le parcourir, peut-être que c'est déjà fait, mais ça vous donne une liste des outils. La plupart des logiciels quand même qui sont évoqués sont quand même des logiciels aussi payants. Donc,
Pour moi, il y a aussi une mutation un peu du marché de la data analyse depuis quelques années. La data analyse était, à mon sens, encore une fois, un petit plus à savoir, une petite compétence qu'un web marketeur, qu'un webmaster, même qu'un développeur, un SEO, etc. devait connaître. Aujourd'hui, il y a quand même une mutation du marché où la web analyse est quand même un métier à part entière. C'est de la data analyse. Donc, il y a évidemment des gros comptes, hein, où ils sont des équipes entières dédiées à ça. Mais on migre quand même vers de la professionnalisation de ces métiers. Et on a aujourd'hui des studios, des freelances, des consultants qui sont uniquement sur ce créneau de la web analyse. Donc, de l'implémentation du suivi, de la configuration et derrière, évidemment, du reporting, des KPI, etc. Voilà. Et ils travaillent souvent en binôme avec des agences ou avec un collectif de freelance ou directement avec les annonceurs. Alors, pourquoi GA4? Moi, mes raisons sont les suivantes. Bah, ça reste un outil gratuit. C'est un outil que tout le monde connaît parce que, en tout cas, on connaît Google Analytics Universal. Donc, le réflexe, premier réflexe, c'est d'aller vers GA4. On veut rester dans ce qu'on connaît. Il est gratuit. Est-ce qu'il va le rester longtemps? Je ne sais pas. Je sais qu'il est limité sur ce qu'on appelle les hits, ce qui arrive sur le site. Bon, avant d'atteindre le volume de hits, il faut quand même du gros volume, mais bon, pour le moment, c'est gratuit. L'approche événement, donc là, c'est vraiment lié à du marketing et je pense que là, l'outil d'analyse d'audience, etc., bah là, il est vraiment calé avec une orientation business. On veut vraiment, au final, on aura beau essayer d'étudier tous les parcours avant achat ou avant conversion, mais ce qui nous intéresse au final, c'est quand même la conversion. Donc, c'est l'événement. Et je trouve que l'approche GA4 est très bonne pour ça. On a vraiment une logique maintenant basée sur l'événement. Ça intègre aussi tous les outils Google, évidemment. Donc, quand on fait du Google Ads, bah, synchroniser, récupérer des audiences maintenant entre GA4 et Google Ads, bah, c'est quand même très puissant pour performer en Google Ads. La Search Console, toujours, on peut avoir nos rapports qui remontent directement dans GA4, le Merchant Center, et puis après, voilà, Optimize, etc., etc. Donc, tous les outils Google sont déjà intégrés. Donc ça, c'est quand même hyper facile. C'est un outil qui est quand même en évolution permanente, donc les fonctionnalités. Ça reste Google, donc ça reste quand même très puissant. Le contexte actuel des données personnelles, etc., moi, à mon sens, il y aura quand même du travail de fait. Il y a déjà, on a vu qu'il y a quand même eu des démarches de Google pour se rapprocher au mieux des demandes européennes, etc. Donc, il faut rester vigilant là-dessus. Mais évolution des données personnelles, ça c'est sûr. Évolution des fonctionnalités, c'est encore plus sûr. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, un autre atout pour GA4. La démarche RGPD, donc ce que je disais avant, on voit que je pense que Google fait quand même des démarches pour ça. On ne connaît pas la suite, on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut rester très vigilant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment respecter la législation, ça c'est sûr, et être en accord évidemment avec les consentements. Les données personnelles, donc on a plus de contrôle dans la configuration de GA4 sur les données personnelles, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, on peut les paramétrer aussi un peu plus avec du détail, je veux dire. On a de la compatibilité. On peut aller faire du server-side, par exemple. Il y a des compatibilités aussi au niveau des datas reçues qui peuvent être très bien reconnues sur des campagnes Facebook, etc. Donc voilà, c'est aussi facilité dans l'utilisation de la data. Et les deux derniers points qui me semblent super intéressants, c'est déjà le modèle d'attribution qui est basé sur la data. Donc là, c'est vraiment derrière tout le machine learning, tout ce qu'il arrive à capter dans son modèle pour reconstituer derrière des bons insights. Et le machine learning quand même qui est très puissant et qui sera amené à toujours être puissant et à l'être de plus en plus. Donc, une petite passe sur le RGPD. Donc, voilà, c'est vraiment un warning dessus. Les notions fournies ici-dessous, ça ne constitue pas un avis juridique, hein, ça n'a pas de valeur juridique. Il faut vraiment vous rapprocher d'avocats spécialisés, avocats, juristes. Pareil, autant il y a quelques années, on avait quand même du mal à trouver des personnes compétentes. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de compétences au sein des avocats, etc. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à suivre.
moi, ce qui semblait aussi, quand on lisait un petit peu ce qui se passe par rapport à la CNIL, qu'il y a eu des condamnations, etc., ce qui a remonté, c'était quand même des condamnations liées à l'utilisation de Google Analytics, mais sa configuration. Donc, c'est pas le fait d'utiliser Universal ou GA4 qui pose problème. C'est pas l'outil en lui-même. C'est sa configuration et comment sont récoltées les données. Donc, les données déjà sont partagées avec Google. Donc, normalement, c'est vous avez des données, c'est vous qui devez les traiter, c'est pas un tiers. Les données ne sont pas anonymes. Donc, c'est ça qui posait vraiment problème pour la CNIL et qu'il faut aujourd'hui, à mon sens, et c'est ce que vous voyez maintenant sur des sites où on va avoir des pop-up de consentement avec des choix multiples. On peut avoir certaines pop-up, pop-in à l'intérieur avec 5-6 lignes à cocher oui, non, oui, non, oui, non quand on va dans le détail, hein, soit tout accepter, tout refuser, ou alors aller dans le détail. Et donc, c'est ça qu'il faut suivre aujourd'hui. Et ça, pour être vraiment raccord, il faut vraiment s'assurer du bon respect de la légalité en termes de données personnelles pour justement l'implémenter sur le site. Et aujourd'hui, on voit encore beaucoup de sites où je refuse mes cookies, mais on voit bien que les balises et le suivi sont quand même déclenchés. Donc, c'est pas respecté en l'état. Donc là, il faut être très vigilant. Pour moi, la migration vers GA4, c'est l'opportunité de se mettre à jour sur l'aspect du respect des données personnelles. Ça a toujours, pour la majeure des cas, et je le constate encore aujourd'hui, ça a toujours été un sujet qui a été poussé, repoussé, on ne sait pas, parce que c'est compliqué, hein, c'est très flou. Il y a un aspect technique, il y a un aspect juridique, il y a un aspect technique juridique dans l'implémentation, etc. Donc c'est quand même, c'est pas simple. Et pour des petits clients, des petits annonceurs, eh ben ça peut être vite un budget de se mettre à jour au niveau de la législation. Voilà. Donc, mais pour moi aujourd'hui, comme je vous dis, il y a une mutation un petit peu de cette partie-là, et je pense qu'il est quand même pertinent, intéressant que ce soit vraiment le moment là de se mettre à jour et d'être bien raccord. Les petits points que je voulais vous montrer, c'était par rapport à justement la puissance du machine learning. Je vais accélérer un petit peu, je vois qu'on a déjà passé les 45 minutes. Quand on va aller créer nos audiences, on a du prédictive. C'est quelque chose qui arrive. Alors, tous les comptes, évidemment, ne sont pas éligibles. Je vous ai mis un lien ici, pareil, pour aller voir un petit peu la documentation de Google. Mais ça va être quand même quelque chose qui va être assez puissant en marketing derrière, parce que le côté prédictif va pouvoir vous générer des audiences qui peuvent être très précises. Si on veut viser une audience d'une personne qui est prête à acheter dans les 7 jours, vous avez moyen de travailler une campagne dédiée à cette audience-là. Donc, on peut avoir quand même une grosse puissance sur le côté prédictif. Et la constitution, que je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, des audiences dans GA4, je pense que c'est vraiment pour moi en tout cas dans mon utilisation que je vois aujourd'hui, c'est quand même un super outil pour travailler ces audiences. Alors, l'exploration. Donc là, je vous l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Donc, l'exploration est un ensemble de techniques avancées qui vont au-delà des rapports standards afin de vous aider à obtenir des insights plus précis sur le comportement de vos clients. Donc là, je vous l'ai un peu passé tout à l'heure, mais ça va être intéressant d'intégrer directement la galerie de modèles. Et ça va être alimenté, je pense, au fur et à mesure aussi de l'avancée. Parce que nous-mêmes, si on crée un tableau de bord personnalisé, on pourra aussi décider de le partager à la communauté, entre guillemets, et de le retrouver dans la bibliothèque, dans la galerie de modèles. Et on a déjà donc on peut commencer par du vide et on le fait vraiment from scratch. On a du format libre, on a de l'entonnoir, l'exploration des chemins, des chevauchements, les cohortes, etc., etc. Valeur par utilisateur aussi très intéressant. Donc là, on va avoir déjà des modèles à utiliser d'une façon très, très simplifiée. Il nous propose ici par cas d'utilisation. C'est de l'acquisition, de la conversion, comportement des utilisateurs, etc. On a aussi par secteur. E-commerce, et là, il y a du gaming aussi. Alors moi, c'est pas trop mon secteur, je connais pas. Le e-commerce plutôt. Donc là, ça va vraiment nous aider à aller créer des rapports hyper détaillés sur du e-commerce. Et ces rapports-là vont vraiment nous aider à faire des réunions en interne avec vos clients ou in-house si c'est vous qui avez la gestion de votre site e-commerce pour vraiment connaître vos performances en e-commerce. Ce que j'aime aussi dans GA4, c'est le temps réel. On a un temps réel, donc on l'a dans le menu, hein, vous verrez.
Et du coup, ça nous donne voilà, le nombre d'utilisateurs, ça nous donne la localisation, etc. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle afficher l'instantané utilisateur. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt un jouet assez sympa. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser vraiment dans la pertinence. Mais du coup, quand on va afficher l'instantané utilisateur, il va prendre un des utilisateurs et va nous montrer qu'est-ce qu'il fait en live. Donc ça peut être aussi intéressant. Je pense qu'il y aura des cas d'études, des cas où c'est vraiment pertinent. Si on fait des événements en ligne sur une durée très précise, sur un créneau d'horaire ou de date, je pense que ça pourrait être super intéressant. La fonctionnalité que j'utilise beaucoup, c'est le debug view. On a dans l'administration, on a le debug view qui nous permet en temps réel de nous remonter les actions menées. Donc en général, quand je vais implémenter du tracking via GTM, je vais analyser depuis GTM de mon preview, donc regarder un petit peu le déclenchement de mes balises, etc. Mais en parallèle, je fais également avec le debug view parce qu'il me permet d'avoir ici, on a une chronologie des événements avec les heures, donc il y a toujours un petit décalage. Ça me remonte tous les événements. Donc, si c'est du e-commerce, c'est du page view. Là, j'ai un add to cart, par exemple, et quand on va cliquer sur l'événement qui remonte, on va avoir une fenêtre de détail. On va pouvoir remonter quel produit a mis au panier, si j'ai bien le bon prix qui remonte, est-ce que j'ai ma taxe, est-ce que j'ai mes frais d'envoi. Voilà, j'ai un tas d'informations qui remontent à ce niveau-là. Et moi, je trouve ça très sympa. J'utilise vraiment beaucoup dès que je veux faire du débogage ou de la vérification de tagage. Donc, on arrive à la fin. Donc voilà, l'idée en fait de ce webinaire, c'était vraiment de vous faire un petit parcours assez rapide pour les personnes qui ont juste regardé un peu l'interface GA4, qui sont pas allées plus loin encore, qui hésitent à changer peut-être d'outils, etc. J'ai fait assez vite. Là, on va peut-être prendre voir s'il y a des questions, mais je reste en tout cas disponible. Voilà, si besoin, il n'y a pas de problème. Je resterai disponible, etc. Juste aussi, on a monté une formation GA4 niveau 1 qui est certifiée Calliope. Donc voilà, vous avez un QR code. Si vous voulez prendre un peu plus d'informations, je vous invite à scanner le QR code. Je vais le laisser à l'écran, ce qui vous donnera des informations sur la formation GA4 et qui vous permettra de passer de 0 à niveau 1, voilà, pour bien prendre en main. Donc voilà de mon côté. Je vais regarder si vous avez des questions ici. Hop. Alors voyons. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'on a des petites questions? Alors oui, question d'Antoine pour les slides. Normalement déjà le replay sera accessible. Alors j'ai une petite info en interne comme quoi je crois que mes slides étaient coupés sur le bas, surtout pour les liens. Donc bon, pas de souci, il y aura les replays. Et de toute façon, il y aura certainement les slides. Je vais en interne comme on peut vous les faire passer. Tac, tac. Alors, j'ai une question. Alors, merci pour cette conférence. Techniquement, pour passer à GA4, alors, il faut se laisser guider par le tutoriel. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous avez déjà un petit peu j'allais dire compétence, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'idée, c'est toujours de refaire une repasse derrière. Moi, je préfère configurer directement dans les paramètres de config de GA4. Mais la première étape, suivez les instructions. Ça vous permet d'aller vite. Encore une fois, là, mon premier réflexe à vous dire, c'est passer à GA4 tout de suite. Si vous décidez par la suite de supprimer GA4 pour passer sur une autre solution comme Matomo ou une autre, OK, vous le ferez. Mais si à date, vous ne savez pas, migrez directement sur GA4 aujourd'hui. Faites-le très rapidement. Il va commencer à implémenter son tracking de base. Et vous le verrez, ce sera bien indiqué, du page view, il y a du scroll, il y a du téléchargement de documents. Il y a quoi d'autre? Il y a la barre de recherche aussi, interne au site, etc. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de le faire. Suivez-le rapidement et après, vous avez le temps de rentrer dans la configuration. Croyez-vous que GA4 sera conforme aux règles RGPD et à court terme? Alors ça, j'ai aucune réponse. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de personne. Là, c'est un avis personnel encore. C'est pas un avis vraiment qui tient pour juridique. C'est dans le bien de personne et même de l'internaute au final. C'est mon point de vue. Il faut trouver une entente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonceurs encore qui sont très frileux avec la CNIL parce qu'ils perdent tellement de données qu'ils vont perdre entre 30 et 60, peut-être voire plus dans certains cas, de données
qui leur permettent pas de driver leur business d'une façon juste. Et ça joue beaucoup sur plutôt des PME, des structures plus minimes qui n'ont pas forcément des gros budgets, parce que ces budgets sont importants pour eux et ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils mettent leur argent et là où ils vont récupérer avec le retour sur investissement. Donc c'est vrai que là, en l'état, si on respecte vraiment les règles RGPD à 100%, on perd un maximum de données et on perd du coup du business. Donc ça voilà, mais je peux pas moi vous assurer que ce sera un jour RGPD. Je sais qu'il peut y avoir une configuration qui permet en tout cas de faire valider, je pense, avec un avocat spécialiste derrière si la configuration est bien implémentée. Quand vous allez passer vers du server-side, quand vous faites vraiment les règles de consentement qui sont dans la règle de l'art, etc., à mon sens, les données qui partent pas à Google, etc., cryptées, anonymisées, je pense que quand même, on respecte quand même pas mal de règles RGPD, sachant qu'ensuite, il n'y a pas que ça. Là, je fais peut-être une petite parenthèse avant de prendre une autre question. Il y a toute une notion de gestion des données personnelles que vous avez chez vous. Et là, entre en jeu le DPO, d'accord, la personne en charge de la gestion des données, qui doit justifier en cas de contrôle de la CNIL où sont stockées les données, comment elles sont stockées, à quel moment elles sont supprimées, etc. D'accord. Bon, ça c'est un peu plus large, mais vraiment, je vous invite à aller plutôt vers des personnes compétentes sur ce domaine-là. Alors, une petite question du GTM. Alors, une question de Marine. Coût d'utiliser GTM et d'ajouter des layers data e-commerce si l'on vend des abonnements pour un service. Moi, par défaut, il faut peut-être creuser un petit peu en détail. Marine, on pourra échanger sur LinkedIn si jamais. Moi, par défaut, je passe par Tag Manager. Peut-être parce que c'est une habitude, mais je trouve qu'il y a quand même plus de souplesse. Comme je disais, GA4 est quand même en évolution permanente. Donc je préfère passer par GTM pour avoir vraiment la maîtrise déjà de ma nomenclature, de ma convention de nommage de mes événements qu'il faut respecter. Hein. On a les conventions de nommage GA4 aujourd'hui. C'est vrai qu'avec avec Universal, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait dans le nommage un peu de nos événements, donc minuscules, majuscules, etc. Aujourd'hui, voilà, il y a une charte de nommage qu'il faut respecter. Vous avez la documentation en ligne et il faut la respecter. Minuscule, underscore, pas d'espace, pas d'accent, etc. Mais bon, moi, je passe par GTM aujourd'hui. Est-ce que j'ai testé des alternatives? Alors moi, j'ai déjà regardé un petit peu Matomo. J'ai pas eu l'occasion de travailler sur des solutions payantes. Matomo a une version gratuite. Et on sent quand même. Alors, moi, je fais de l'Ads beaucoup. Donc, dans mes campagnes marketing, il faut adapter ces campagnes marketing depuis Ads pour les voir remonter aussi dans Matomo. Ça ne le fait pas nativement. On passe par des UTM, etc. Il faut les configurer d'une certaine façon. On a fait 2-3 essais, justement, je pense à un client avec qui je travaille, qui fait peut-être partie du webinaire, d'ailleurs, je salue. Et du coup, voilà, Matomo, il y a une prise en main aussi qui est différente. Et la lecture va plus s'associer à vraiment de la lecture de trafic pour moi, plutôt que de la lecture et de l'implémentation d'audience derrière sur de l'événement. C'est ce qui va nous manquer. Alors, je vais remonter un petit peu parce que j'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, là, il y a une question de Marine, encore, j'ai pas fait exprès, sur les sous-domaines. Donc déjà, alors je ne sais pas si ça va répondre à ta question, dans la configuration de GA4, tu peux intégrer plusieurs domaines, donc les sous-domaines, avec le même flux de données. Ça fait que du coup, on va limiter ou même carrément supprimer des problèmes cross-domaine dans le suivi des données. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Marine. J'essaie de remonter dans quelques questions encore, je vais peut-être en prendre encore quelques-unes. Tac. Alors voilà, en effet, donc là, une question d'Aurélie, il ne parle plus du taux de rebond. Voilà, il vaut mieux regarder le taux d'engagement du coup. Voilà, exactement. Donc là, c'est une notion. Alors, il y a des choses qui ont été effacées dans GA4. D'ailleurs, j'ai parlé des annotations. Je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez. Les annotations, c'était quand même très pratique. On avait le taux de rebond. Le taux de rebond, il fallait aussi dans Universal, il faut savoir le lire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'est pas, oh là là, j'ai un taux de rebond de 70%, là, tout va mal. Et non, il fallait prendre de la mesure. C'est-à-dire que même sur le taux de rebond, pour moi, c'est une métrique qui était un peu biaisée, qui était de plus en plus biaisée. C'est pour ça qu'à mon sens, qui est logique dans GA4, ils ont vraiment supprimé ce taux de rebond. Et à l'inverse, on va plus regarder les taux d'engagement.
Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut avoir les taux de rebond peuvent être biaisés, que là, le taux d'engagement, il ne l'est plus. Moi, le trafic que j'arrive, si j'ai beaucoup de trafic, mais qui repart très rapidement, mais si mon taux d'engagement, finalement, il est très bon, bon, bah, tout va bien, quoi. Voilà. Le but, c'est de créer de l'événement, de créer de l'engagement. Alors, j'ai une question d'Aurélie encore, sur plusieurs sites internet avec plusieurs propriétés. Est-ce qu'avec le nouveau Analytics, il existe une page qui pourrait me regrouper les données de toutes mes propriétés au lieu d'aller sur chaque propriété? Alors, à mon sens, non, pas à ma connaissance. Ça marche de la même façon, hein, un compte, gérer un compte Analytics, on garde un compte Analytics. Dans ce compte, on va avoir plusieurs propriétés. Et avant, dans Universal, on avait plusieurs vues, mais là, du coup, on va rester sur la propriété. Et chaque propriété va correspondre à vos sites. Du coup, vous êtes obligé d'aller dans chaque propriété, en tout cas, sauf si j'ai pas si j'ai une autre info, bah, je suis très preneur. Il faut aller dans chaque propriété pour analyser ses données. Par contre, moi, je vous oriente, là, Aurélie, à aller vers un data studio, un looker aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, au sein d'un seul dashboard, remonter tous vos sites internet sur une seule interface. Ça, par contre, ça, c'est possible. Voilà. J'ai une question de Manon qui demande mes coordonnées. Alors, il y a tout sur le slide, Manon. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le webinaire. Il y a mon téléphone, j'ai mis mon adresse mail et j'ai mon LinkedIn. Voilà, j'espère qu'il est visible. S'il n'est pas, de toute façon, vous aurez toutes mes coordonnées dans l'email qu'on enverra pour le replay. Et je crois que là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, j'ai une question de Mélanie qui parle d'appliquer un seuil même avec des métriques élevées. Alors, je pense justement, quand je l'ai évoqué tout à l'heure au niveau des hits, pareil, vous pouvez trouver l'information dans la documentation Google. C'est dès que vous allez passer en mode payant, ça va libérer de la bande passante pour le volume. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas le positionnement de Google sur sa gratuité. Je pense qu'il va quand même rester gratuit, en tout cas sur un certain format, et va être limité derrière. Juste aussi, je fais une parenthèse, tout à l'heure, on m'a posé la question sur d'autres solutions comme Matomo, à savoir que Matomo, il y a une version gratuite, mais il faut acheter des add-ons pour avoir des rapports de détail. Donc, il y a une sorte de marketplace comme ça d'add-on pour ajouter. Tac. Alors, j'ai une question encore de Mélanie. Dans GA4, je n'ai pas l'entrée de page des destinations comme vous. OK, alors ça, peut-être qu'il faudra voir. Mélanie, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou se connecter sur LinkedIn. Et voilà, posez-moi la question, on pourra peut-être regarder ensemble rapidement. En fonction de l'historique de votre compte, de votre propriété GA4, en fonction des données qui vont arriver, etc., votre interface va évoluer. Il va y avoir des menus qui vont apparaître, des widgets qui vont apparaître, etc. Donc, c'est vrai que si vous êtes, pour les personnes freelance, vous allez être exposé aussi à avoir des interfaces différentes en fonction des clients que vous allez analyser. Et je crois qu'on est bon. Alors, dernière question de Faouzia. Donc, merci pour la présentation, pardon. Nous sommes passés à GA4 depuis 2022, mais sur l'assistant de configuration indique 0 sur 7 concernant la configuration des fonctionnalités. Cette configuration doit-elle se faire aujourd'hui? Alors, oui, moi je vous invite à la faire. Le 0 sur 7, en fait, n'est qu'une indication, d'accord, de configuration. Quand vous avez la barre verte de 0 sur 7, vous avez en dessous tous les points de configuration à observer, ou en tout cas à faire. Vous les faites, donc il y a les signaux, il y a aussi il y a les conversions que vous voulez importer de UA, etc. Donc c'est vrai que depuis GA4, vous pouvez aussi importer ce que vous avez déjà fait dans Analytics, à voir si c'est pertinent ou pas en fonction de votre statut, en tout cas du site, etc. Mais en tout cas, pour que la barre de progression de 0 à 7 aille du 7 sur 7, il faut cocher marquer comme terminé. Vous verrez dans chaque ligne en bas, vous avez la petite flèche sur la droite qui vous propose des options et vous avez une action qui indique marquer comme terminé. Et à chaque fois que vous allez marquer comme terminé, hop, ça va changer ça. Voilà. Dernière question, je crois, de Mélanie. Alors, certaines données trop faibles ne remontent pas du tout et sont donc invisibles. Est-ce normal? Alors, d'une façon générale, sur Google, on le voit aussi dans Google Ads,
il faut un minimum de données et il faut quand même assez de volume. Donc, déjà, il faut assez de volume pour pouvoir analyser vos données et les transformer en actions. Mais il faut quand même du volume. Si vous avez des petits sites avec une dizaine de visites jour, par exemple, en effet, ça risque d'être un peu léger. Souvent, dans la documentation de Google, on parle souvent d'un minima 1000, un volume de 1000 minimum. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est la base, en tout cas, c'est ce qu'indique Google dans sa documentation. Voilà, c'est un petit peu ce scope des 1000 comme ça qui sert de volume minimum pour pouvoir traiter la donnée d'une façon on va dire peut-être algorithmique pour eux, quoi. Voilà. Bon, bah du coup, je pense que j'ai répondu à mes. Alors désolé si j'ai peut-être loupé une ou deux questions. Je reste à disposition. Vous avez toutes mes coordonnées. Plus d'informations, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt.